Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison d'Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes. Avec nous aujourd'hui, une start-up spécialisée dans le domaine de l'éducation, un projet dont l'ambition est de rendre l'école moderne et digitale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir cela avec mon invité du jour, Monsieur Nordine Lamrani. Merci Asma pour ton invitation. Bonjour Nordine et bienvenue à toi, je t'en prie. Marhaba bik ma'ana. Merci. Alors, notre épisode commence par une petite série de questions, un petit peu pour briser la glace. Donc, je te pose des questions et tu me réponds spontanément. Café ou thé? Plutôt thé. Thé, d'accord. Un super pouvoir? Pas beaucoup. Mais si ça devait être un pouvoir, pour toi, ce serait lequel? C'est rendre quelque chose à tous ceux qui m'ont tout donné pour en arriver là. Super. Et si tu devais me citer un animal qui matérialise ta personnalité entrepreneuriale? Ben, je suis lion, donc je passe spontanément au lion. Spontanément lion, d'accord. Lève-tôt ou lève-tard? Plutôt tôt. Tôt, bien. Ponctuel ou en retard? Plutôt ponctuel, mais j'ai des amis encore plus ponctuels que moi. C'est la course à la ponctualité Exact. alors. Hyperactif ou relax? Plutôt actif. D'accord. Et ville ou campagne? Alors en ce moment, plutôt campagne. D'accord. J'ai besoin de déstresser un peu. Super. Et on s'en fait une dernière? Non, pas une dernière, il en reste encore. Livre ou film? Ni l'un ni l'autre pour l'instant. D'accord. Digital ou papier? Plutôt digital, c'est notre métier. Oui, je me doute. Je me doute un peu, la question coule de source. Solo ou en équipe? Plutôt en équipe. D'accord. Risque ou prudence? Pas mal de risques, sinon j'aurais pas pris le tournant de ce projet. Certainement. Et planifié ou spontané? Ça dépend des enjeux. D'accord. Innovateur ou traditionnel? Plutôt innovateur, on est dedans, c'est notre métier aussi. Certainement. Réseaux sociaux, pour toi, c'est oui ou non? Pas beaucoup. D'accord. Par contre, je m'appuie sur mes équipes pour, Oui, je me doute parce que... pour mieux faire que moi. Par contre, pour la boîte, ça, par contre, on ne peut pas s'en Exact. passer. Et les vacances, à la plage ou à la montagne? Plutôt à la plage. D'accord. Et comme ça, on a clôturé notre épisode Brise-Glace et ça nous amène à rentrer dans le vif du sujet et je vais te demander de parler un petit peu plus de toi à nos téléspectateurs. Parfait. Donc, Nordine Amrani, marié, 2 enfants, parcours plutôt studieux, de bon élève, école d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans le conseil, après j'ai continué dans la finance, 20 ans dans la finance, dans le private equity. Et en fait, dans le private equity, j'étais plutôt de l'autre côté de la barrière, se financer des entreprises. Et puis, j'ai basculé de l'autre côté pour être financé par ces fonds d'investissement. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Cette bascule a été faite spontanément. C'est une rencontre qui a fait qu'aujourd'hui, Nordine Amrani a lancé Cool Schools, Oui. donc qui est la plateforme éducative qui aujourd'hui, dont l'enjeu est de moderniser l'éducation au Maroc et ailleurs. Donc ce projet a démarré avec une rencontre avec un ami libanais au Liban, où on a vu l'expérience, une belle expérience dans un grand groupe qui est présent dans 22 pays. Et puis, en réfléchissant, disant, eux, ils l'ont fait en interne, Oui. pourquoi ne pas le faire pour un ensemble d'écoles Oui. marocaines dans un premier temps et internationales dans un deuxième temps. D'accord. Alors, c'est relativement impressionnant comme parcours parce que on pense à devenir entrepreneur en milieu de carrière, arriver, changer, basculer de la finance et changer de côté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bah, tiens, je vais passer de l'autre côté? Moi, je finançais des startups et puis aujourd'hui, bah, je vais en devenir une moi-même. En fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est une rencontre en fait. Oui. Donc c'est une rencontre qui a tout déclenché. Et puis quand je suis revenu au Maroc après ma visite au Liban, je dis on va commencer ce projet-là. Et j'ai fait le choix de recruter d'abord une équipe, D'accord. tout en ne sachant pas où est-ce que, vers quoi je vais les amener en fait. Oui. Donc on a fait un peu du brainstorming ensemble et on a commencé ce projet-là. Et puis là encore, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu d'autres circonstances
de fonds d'investissement de start-up qui commençaient à émerger et de se développer de manière assez forte au Maroc. Et puis, on s'est rapproché de ces fonds qui nous ont fait confiance. Et puis de là, on est parti sur le marché pour tester notre produit qui était au stade zéro. Honnêtement, qui était au stade zéro. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on a commencé à voir plus clair. D'accord. Et pendant cette période, j'étais encore salarié. Et enfin, j'étais dans un fonds d'investissement avec un patron que j'adore, qui m'a coaché, qui m'a vraiment porté, en tout cas plusieurs en fait, c'est qui m'ont porté jusque-là et qui connaissaient mon projet. D'accord? Et donc, ils m'ont autorisé à faire ça en parallèle jusqu'au jour où le fonds d'investissement a accepté d'investir chez moi et qui m'a demandé d'avoir l'exclusivité de mes services au sein de la start-up. Et c'est là où j'ai quitté le fonds d'investissement avec lequel je reste en relation. Et donc voilà, c'est un chemin qui est peu classique, mais voilà, c'est des rencontres, c'est des circonstances qui ont fait que ce projet a pu émerger. Au moment où tu as décidé de sauter le pas, est-ce que tu as eu des appréhensions? Finalement, ça a été facilité par le fait de... Il n'y a pas eu un moment T où j'ai décidé de sauter le pas. J'avais un projet que j'ai fait grandir progressivement. Et puis, il y a des fonds qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné de l'argent et qui m'ont demandé d'être exclusif au service de la boîte. Et c'est à ce moment-là que, il y a des gens qui m'ont fait confiance, que j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Mais ça a mûri pendant longtemps avant de prendre la décision. C'est pour ça que je vous dis, c'est un parcours atypique. Ce n'est pas une décision qui s'est prise un jour, à un instant T, pour passer de l'autre côté de la barrière. Oui, je vois. Voilà. Je vois, oui. Donc, ça s'est fait peut-être plus facilement que dans d'autres circonstances où on décide du jour au lendemain de lancer un projet et de prendre les risques du projet. Effectivement. Voilà. Et le fait d'avoir laissé les choses mûrir t'a permis d'asseoir les bases de ce projet qui est aujourd'hui un apport majeur en termes de digitalisation et de modernisation des écoles. Alors, quand je dis mûrir, c'est-à-dire on a fait un petit chemin. D'accord. Mais le risque qu'on a pris, c'est qu'on est parti voir nos clients sans savoir ce qu'on voulait. D'accord. Et donc, ça aussi, c'est atypique. C'est-à-dire qu'on est parti voir le client en disant « Voilà ce qu'on vous offre » et on a laissé le client réagir. Et les premières réactions, c'était de dire « Non, ça ne correspond pas à notre besoin. Ce produit ne marche pas. » Et c'était l'occasion d'échanger avec eux sur quels sont leurs besoins et qu'est-ce qui pourrait marcher. Et tout de suite, on revenait et on développait. Quand on voyait le deuxième client, on avait déjà une partie qui développait. Et là, il avait d'autres besoins et d'autres propositions. Et ça nous a permis progressivement de construire le projet. Donc, on n'a pas attendu d'avoir un produit parfait pour aller sur le marché. On est parti. Donc, c'est ça le vrai risque qu'on a pris. On est parti avec un produit qui était vraiment à ses débuts. Et qu'on a construit avec nos clients. En fait, et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de ce produit-là, parce que c'est un produit construit par les gens du terrain, par les clients lui-même pour lui-même. D'accord? Nous, on était un intermédiaire quelque part dans ce produit. Donc, en fait, vous avez itéré, mais en itérant directement sur le marché. Exactement. Et en vous adaptant progressivement aux besoins réels des écoles aujourd'hui marocaines. Exactement. Non seulement aux besoins réels, mais en leur donnant de nouvelles idées sur la manière dont ils peuvent gérer l'établissement en utilisant le digital. Donc, il y a une rencontre entre la technologie et le savoir-faire métier qui fait qu'aujourd'hui, on a un super produit sur le marché. Oui, j'ai eu l'occasion de l'explorer un petit peu. Je confirme que c'est un super produit. Et justement, par contre, nos téléspectateurs ne le savent pas, donc ce serait peut-être l'occasion d'expliquer quel est le point de vue innovateur, quel est l'apport, qu'est-ce qui est fondamentalement différent chez Cool Schools par rapport à d'autres structures dans le même domaine d'activité. Très bien. Alors, la première différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un produit qui connecte les différentes parties prenantes de l'écosystème. Donc, dans cet écosystème, on va retrouver l'école, on va retrouver l'enseignant, on va retrouver l'administration de l'école, on va trouver le parent et on va trouver l'élève. Et donc, en fait, l'innovation, c'était de connecter tout ce monde-là de manière instantanée pour que tout ce monde-là puisse échanger de manière instantanée parce qu'on est vraiment dans l'instantanéité aujourd'hui chez nos enfants
Et donc, il faut qu'ils retrouvent cet environnement-là chez eux et à l'école. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point novateur, et sur lequel on a pris un risque, c'est le business model. D'accord. Pour pouvoir développer des outils qui accompagnent le client et qui accompagnent les innovations technologiques, on a adopté un business model qui est complètement différent des solutions qui existaient sur le marché. Un business model qui nous permettait de facturer même 10, 15 fois plus cher aux clients, mais en apportant une valeur ajoutée 10, 15 fois plus élevée. D'accord. En expliquant au client que s'il veut aujourd'hui une solution qui l'accompagne dans le temps, à la fois sur le plan technologique, à la fois sur le plan service, etc., il y a un investissement à faire. Il faut investir dans ce prestataire. Et donc, on s'est rendu compte que les clients étaient prêts, justement, à adopter ces solutions, à payer plus, mais en contrepartie d'un service plus élevé et d'une technologie qui résout leurs problèmes. Oui. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose de très innovant. Ce qui arrive maintenant par la suite, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce qu'on fait. Oui. Donc, quand on va intégrer l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous le savez, les écoles sont très conservatrices. D'accord ? Et donc, nous, on les pousse dans ce sens-là. Donc, on est en train d'intégrer l'intelligence artificielle et leur montrer comment l'utiliser au sein de leurs organisations. Ça aussi, ce sont des innovations. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris le métier, on l'a combiné avec la partie technologique et on est en train de revenir vers le métier pour leur dire, votre métier, voilà comment vous pouvez mieux le faire en utilisant le digital. Oui. Donc, voilà les innovations qu'on est en train de mettre en place sur le marché. Et si je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, au cœur de cette réalisation, parce que c'est une véritable réalisation de pouvoir répondre au plus près des besoins du marché en apportant une solution novatrice, c'est justement le fait d'avoir intégré votre client au cœur de vos préoccupations dès le démarrage et dès le développement en mode itération dont on discutait tout à l'heure. Exactement, mais je pense que c'est très important pour n'importe quelle réussite de projet d'intégrer que le client soit au centre. Oui. C'est très, très important. Aujourd'hui, quand on parle des modèles anglo-saxons, il y a quelque chose qui est très important, c'est test and learn. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais sur le terrain avec un projet 100% ficelé. C'est impossible. L'expérience utilisateur est très, très importante. Et cette expérience utilisateur, on ne peut pas la produire avec une équipe en interne. On est aujourd'hui obligé de la tester sur des milliers de personnes, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes, pour pouvoir trouver la bonne solution. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut ramener le client vers soi pour pouvoir sortir le produit le plus adapté. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et puis en plus, je trouve que ça résume très, très bien l'attitude ou l'état d'esprit dans lequel quelqu'un qui voudrait, pour nos téléspectateurs, se lancer dans un projet de start-up, les points de vigilance auxquels il doit être attentif. Ça m'amène également à parler, à souligner parmi les éléments que tu as mentionnés et qui, selon moi, pourraient faire de véritables facteurs clés de succès pour la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est notamment le fait que tu as su très vite, dès le démarrage de ton projet entrepreneurial, t'entourer en faisant appel au capital humain, aux bonnes personnes pour les bons postes, pour pouvoir réussir aussi bien techniquement que commercialement avec le contact avec le client. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce qu'on avait discuté. Oui, mais je pense que ce qui est important dans tout projet, c'est d'avoir les hommes avec un grand H pour accompagner ce projet. Si vous ne les avez pas, franchement, le projet n'ira pas très loin. Et donc ça, c'est une composante très, très importante de la réussite du projet. Il faut y penser dès le départ. C'est un investissement important pour pouvoir aller plus vite et aller très loin. Alors oui, justement, moi, ce que je voudrais savoir, c'est Nourdine Amrani, le leader. Toi, par rapport à la gestion d'équipe, quels sont les obstacles et les difficultés que tu as pu rencontrer au cours de ton parcours entrepreneurial ? En fait, c'est les difficultés de tout chef d'entreprise. C'est trouver la bonne personne, motiver ces gens-là, les fidéliser pour qu'ils accompagnent le projet de bout en bout. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une rotation dans les ressources humaines, et aujourd'hui un impact très négatif sur la réussite de tout projet. Donc, il a fallu déjà, dès le départ, porter ces équipes et les faire rêver. Parce que ce n'est pas évident de recruter
les bonnes personnes et les meilleures personnes sur le marché dans un projet de start-up. Oui, Parce que ces gens-là n'ont pas envie de prendre le risque sur leur carrière, avec leur famille, etc., et rejoindre une start-up qui reste risquée. oui, D'accord. Donc, il a fallu les faire rêver, et il a fallu leur vendre un rêve, les porter et surtout leur montrer le chemin. oui, Donc ça, c'était le premier challenge. Et ces gens-là, ensuite, il fallait les fidéliser. ça. D'accord. Donc ça, c'est aussi un... Alors, ce que les fonds d'investissement m'ont permis de faire, c'est de me donner cette capacité financière, justement, à les fidéliser, parce que ça fait Ok, partie oui. ça fait C'est partie sûr. du jeu, c'est important. Hein, C'est faut ça. pas, Bah, hein. on va pas se mentir, hein, Voilà, mais ça fait partie du etc. jeu. Voilà, en plus des réalisations qu'on fait. Oui, Aujourd'hui, quand on a commencé en 2000, notre premier recrutement, c'était 2015. d'accord. Après la mise sur le marché, c'était 2018. On ne voyait pas où est-ce qu'on allait partir avec ce projet-là. Aujourd'hui, on a une autorité sur le marché, on a des grands groupes scolaires qui nous suivent, on a des partenariats de taille qu'on a signés. Et donc ça fait partie de la fierté de l'équipe, pas de Oui, Cool Schools ou de fonds fondateurs, mais bien sûr. mais de l'équipe. Et ça, c'est très important. Au-delà de l'aspect financier, il y a cet aspect réalisation. Et tout ça, ce sont des obstacles qu'il fallait franchir pour pouvoir fidéliser cette équipe. Maintenant, on est dans une deuxième phase de recruter de nouvelles personnes et de refaire le même chemin avec elles. Et c'est toujours très compliqué, mais on y arrive parce que maintenant, on a une histoire derrière nous, on a une crédibilité qui fait que on rassure plus de personnes. On ne rassure pas tout le monde, mais on rassure plus de personnes qu'avant. Voilà. Certain. Mais alors, on a parlé de risque et on a parlé de réalisation. Mais avant d'arriver aux réalisations et face à un ensemble de risques, derrière toute grande réalisation, il y a des échecs. Et ce que je voudrais partager également avec nos téléspectateurs, parce que en général, un entrepreneur et surtout un start-upper qui démarre, il va affronter des échecs. N'importe quel parcours entrepreneurial est truffé de moments de doute, de difficultés, d'échecs, d'obstacles. Et le fait de partager ces choses-là permet de montrer à nos téléspectateurs que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Je voudrais savoir, selon toi et pour toi, dans ton parcours, quels ont été les échecs majeurs qui ont marqué ce parcours-là? Alors, est-ce qu'on parle de parcours ou on parle de Cool Schools? Alors, comme tu veux. Très bien. Bon, dans le parcours, il y a eu des échecs, Oui, c'est-à-dire que en passant par les études, où on a envie d'avoir une école et on a l'autre, etc. Donc ça, on arrive oui, à les absorber. Moi, je ne vais pas parler de ça. Mais en fait, parmi les échecs qui nous ont fait apprendre énormément des choses, notamment sur Cool Schools, Cool Schools, quand on l'a conçu au début, on l'a conçu sur un produit qui est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. d'accord. D'accord? Et aujourd'hui, on se rend compte que le premier produit qui est toujours là, qu'on essaie de lancer, était un peu un échec parce qu'il y a un mauvais démarrage. Donc, c'était un investissement important en termes de ressources humaines, en termes de développement, etc. J'imagine, oui. Mais finalement, qui s'est soldé par un échec. En tout cas, à ce stade-là, on est en train de le refaire naître, d'accord, différemment. Mais bon, quelque part, c'est un échec. C'est ce qui t'avait pensé à repenser la Et machine donc, on a et à... repensé, on a pivoté et D'accord, on est parti sur des choses qui correspondent aux besoins oui, pour, à la fin, revenir peut-être vers des choses qui ne correspondent pas dans la pyramide de Maslow aux besoins de base, mais qui peut-être demain fera partie des besoins d'autres générations. d'accord. D'accord? Mais à l'époque, voilà, à l'époque ou même aujourd'hui, je considère que ce projet-là, peut-être qu'il n'a pas été fait dans son temps, d'accord, pour D'accord, pouvoir assurer sa réussite. oui, On a appris de ce truc-là, donc en fait, aujourd'hui, on essaie de gérer aussi ces innovations par rapport aux besoins. Parce qu'il ne s'agit pas d'innover sans que ça corresponde à un besoin réel de l'utilisateur et du marché. Donc ça, c'était un échec. Le deuxième échec, oui, c'est aujourd'hui fidéliser certaines personnes, etc., qu'on n'a pas réussi à fidéliser. Je ne parle pas de toutes, mais en fait, oui, la majorité ont été fidélisées qui sont là. Mais on a eu quelques échecs dans notre manière de gérer certaines personnes qui avaient une culture peut-être différente, qui avaient des domaines de compétences qui ne rejoignent pas le mien et donc forcément, je n'ai pas pu les porter.
Et donc ça aussi, ce sont des échecs qui nous font avancer aussi et on a appris de nos échecs. Oui. Aujourd'hui, on fait les choses autrement. Alors justement, s'il y a échec, il y a aussi réalisation, il y a aussi succès. Vous faites les choses autrement. Est-ce que tu peux nous dire, en faisant les choses autrement, qu'est-ce que ça t'a amené comme succès et célébration? Quelles sont les choses dont tu es le plus fier? Je suppose certainement la création et l'avancement du projet, mais plus en détail. Alors, ma première fierté, dans la base, vient de mon parcours Mhm. et de la confiance que j'ai construite pendant toute ma carrière. Oui, C'est le fait que des fonds d'investissement m'ont suivi alors que je n'avais pas un dirham de chiffre d'affaires. Donc oui. ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier, mais qui fait qu'aujourd'hui, je remercie les fonds qui m'ont fait confiance parce que finalement, ils ont misé sur une personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est encore là et qui, à un moment ou à un autre, eu un doute dans le projet, mais Mhm. qui s'est dit, OK, mais on va suivre, Content. on va Ça suivre va. ce monsieur, on va voir où est-ce qu'il va nous ramener, Oui, de nous amener. Donc, et ça, c'est aussi une belle réalisation. certain. Aujourd'hui, on a des équipes. Moi, j'ai des équipes il y a des équipes qui étaient vraiment en changement de carrière, que j'ai récupérées, des équipes qui étaient dans le doute, que j'ai récupérées, etc., au sein de l'équipe, et qui aujourd'hui sont fiers de faire partie de l'équipe. Le Cool Schools coule dans leurs veines. Et ça, Et c'est cool. et c'est cool. Et ça, c'est très, très, très important pour la réussite du projet. Et puis, ben, il y a tous nos partenaires qui nous font confiance Oui, j'imagine. parce qu'ils partagent avec nous le cœur de leur métier, le cœur de leur data, Oui. d'accord? Et ça, c'est très important. Ils nous font confiance et on est fiers de gagner leur confiance. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, je Voilà. sais Ouais. que ça s'est traduit, je ne veux pas dire de bêtises, mais Cool Schools en est à sa 3e levée de fonds, c'est ça? On a fait 3 levées de fonds et dans un premier temps, c'était avec Maroc Numérique Fund. Oui. On a été incubé avec CDG 212. Maintenant, les choses ne sont pas passées comme on souhaite. Donc, MNF a souhaité continuer le parcours toute seule Avoir l'exclusivité. dans le fonds. Après, il y a eu Azure Innovation Fund qui a remis de l'argent dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on est en train de lancer de nouveaux projets grâce justement à cet accompagnement des fonds, qui sont des fonds marocains. Ouais. Et on est fiers d'avoir ces fonds-là parce que sans eux, le projet n'aurait pas pu aller très loin. Mais alors, ça a été une sacrée opportunité et c'est que bénéfique pour votre projet entrepreneurial. Tout à fait. Et justement, ça m'amène à ma question suivante qui concerne l'avenir. Comment il se profile pour Synotil Amrani et pour Cool Schools? Alors, l'avenir de Nourdine Amrani et l'avenir de Cool Schools, pour moi, c'est deux choses différentes. Hein. Parce que Cool Schools devra continuer sans Nourdine Amrani D'accord. demain, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une dépendance et on travaille tous les jours pour enlever cette dépendance. D'accord. C'est très important, que ce soit pour nos équipes, que ce soit pour nos investisseurs, que ce soit pour moi-même, de voir le projet grandir. Hein. Je pense que chaque étape doit avoir son manager. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrivera à une étape où il va falloir passer le relais à des jeunes qui ont des idées différentes, qui vont porter ce projet-là différent, mais il faut leur laisser la base pour pouvoir réussir ce projet-là encore plus loin que ce que j'aurais fait moi quand j'aurais quitté le bateau. Ce que tu me dis, Synoddin, c'est tout à ton honneur parce que c'est très rare d'avoir un entrepreneur, quelqu'un qui lance un projet et qui est conscient de la nécessité de passer le relais et qui est prêt à le faire. C'est-à-dire de pas dire c'est pas mon bébé, c'est un projet, c'est une structure qui doit savoir voler de ses propres ailes. Alors, c'est très important parce que moi j'étais dans les fonds d'investissement. C'est ça. J'ai vu des entreprises mourir parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Exact. Voilà, on avance dans l'âge, on n'a plus les mêmes réflexes que les nouvelles générations, etc. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je suis obligé de l'accompagner parce qu'il faut que ça puisse être
solide, C'est- d'accord, et qu'on ait une bonne base. C'est un À bon un moment ancrage. ou un autre, bien sûr qu'il va falloir avoir des relais pour pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas la taille Oui. pour pouvoir recruter ces relais-là au sein de l'équipe. On le fera quand on aura la taille. Bon, en tout cas, voilà, ce projet doit continuer et moi, je fais en sorte que l'équipe porte ce projet au maximum sans avoir besoin de moi. Je le construis déjà aujourd'hui. D'accord? D'accord. Maintenant, Nourdine Amrani fera son parcours familial, etc. Et on lui souhaite beaucoup de succès dans ce qu'il Merci, entreprend, Inch'Allah. Salam alaikum. Une question. Si Nourdine Amrani, avec sa vision entrepreneuriale, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour nos téléspectateurs? S'il y avait quelque chose à leur dire pour réussir leur projet entrepreneurial, ce serait quoi, selon toi? Ouais, le conseil, c'est ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat. Honnêtement, il faut y aller. C'est pas grave si on échoue, surtout quand on est jeune. Si on est bon, le marché nous reprendra de toutes les manières. Donc, il n'y a pas de risque. D'accord? Maintenant, quand on entame un projet entrepreneurial, la première des choses à faire, c'est, comme je dis, mettre le client au centre et mettre l'équipe au centre. Ouais. Et ces deux éléments-là sont très, très importants parce que vous ne pouvez pas mener le bateau tout seul. C'est certain. C'est très important et vous ne pouvez pas proposer au marché quelque chose dont il n'a pas besoin. D'accord? Donc, ces deux éléments-là sont très importants. Et moi, ce que je garantis, c'est que si ces éléments-là sont là, il y a beaucoup d'argent sur le marché et tout le vous reste trouverez passe bien. quelqu'un qui va vous financer. C'est sûr. Donc, le premier obstacle, ce n'est pas l'argent. Contrairement à tous ceux qui pensent que l'argent est un C'est la obstacle. grande idée reçue, Et moi, je peux effectivement. vous garantir que l'argent n'est pas un obstacle. Oui. L'argent est là. Vous pouvez demander aux fonds d'investissement. Ils ont beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi en faire. D'accord? Donc, présentez un bon projet avec une bonne équipe, ils vous suivront. Oui. Merci pour ce conseil, en tout cas. Avec plaisir. Ça nous amène à la prochaine rubrique de notre épisode, qui est de te lancer un défi. Alors, Lequel? quel défi va-t-on te lancer Exactement, aujourd'hui? quel piège. J'ai une petite boîte dans laquelle il y a des défis et je vais te demander d'en tirer 3 et tu en choisiras un que nous ferons devant les caméras pour nos téléspectateurs. J'espère que je vais choisir le bon. On verra. Hein. Donc ça, c'est la petite boîte et Bien. je te laisse tirer J'en la prends feuille que 3. tu veux. Oui. 1, 2 et 3. Vas-y, ça, on Voilà, les j'en ai ouvre. pris 3. Tu regardes et tu me dis lequel te tente le plus. C'est une négociation tu de veux. valo. Ce que tu veux. Alors, je vais simuler une négociation, un pitch avec un interlocuteur imaginaire. Donc, une négociation dans laquelle je souhaite m'en sortir sans laisser trop de dégâts. D'accord. Voilà. Vas-y, je t'en Hein? prie. Tu veux prendre un moment pour réfléchir ou on enchaîne? On peut enchaîner. Hein. Vas-y, je t'en prie. Bon, je vais simuler la négociation avec un associé qui fait partie prenante de l'écosystème et que je ne souhaite pas avoir dans le tour de table. Mais que Donc, tu veux pas perdre. Je vais pas le refuser directement, mais que je souhaite pas le perdre. D'accord, parfait, allons-y. Très bien, très bien. Écoute, moi, je ne pose pas de problème que tu sois mon associé. Au contraire, ça va m'apporter énormément de valeur ajoutée. Mais je vais juste te dire que, sincèrement, tu vas être dans le conflit d'intérêts et ça peut plus détruire de la valeur. Je ne parle pas de toi, mais de manière générale. Donc, réfléchis bien à ce que tu fais, sachant que moi, aujourd'hui, en termes de valo, tu connais les fonds, etc. Ils ont survalorisé la boîte. Je ne sais pas si tu vas rentrer sur cette valo. À mon avis, te connaissant, ça va être difficile pour toi. Donc, honnêtement, réfléchis bien. C'est un conseil d'amis, hein, c'est pas, etc. Mais réfléchis. Moi, je serais vraiment content de t'avoir. Mais à mon avis, je serais à ta place. Je réfléchirais à 2 fois parce qu'on n'est pas sur des choses classiques que tu as l'habitude de manipuler, sur lesquelles tu as l'habitude de travailler. Donc, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire que de rentrer dans cette structure. Voilà. Je voudrais t'applaudir quand même parce que je me suis retenue de rigoler. Voilà. C'est finement joué, sincèrement. On sent les violons qui sortent à fond, mais c'est finement joué.
Et alors, après ce défi, je te propose de retourner l'ascenseur et de lancer un défi à nos téléspectateurs. Très bien. Alors, le premier défi que vous pouvez vous lancer, c'est comment convaincre un salarié, d'accord, qui est dans une grande multinationale et qui a des compétences dont vous avez besoin de vous rejoindre. Donc ça, regardez comment faire, comment vous arriverez à le convaincre par votre projet, par ce rêve que vous êtes en train de mener et faire en sorte qu'il dise oui. Merci beaucoup pour ce conseil. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire comment vous avez géré ce défi de Sinourdine Lamrani. Sinourdine, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange très riche. Je n'ai pas vu passer le temps. J'espère que vous également. Et un dernier mot peut-être? Merci. Moi, ce que je recommande, c'est allez-y, foncez. C'est comme ça qu'on va créer de la richesse dans ce pays. Vous créerez plus d'emplois que n'importe quelle multinationale ou grande boîte. Vous allez faire rêver plus de monde que dans n'importe quelle multinationale ou grande boîte. Donc allez-y, rêvez et faites rêver les autres. Je m'enlève les mots de la bouche, j'allais dire rêver et faire rêver. Et voilà. J'espère qu'on continuera encore de rêver avec les aventures entrepreneuriales d'Impact Podcast. Sinourdine, je te remercie. Mais je te remercie, Asma, et bon courage pour la suite. Merci et à très bientôt. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.